Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plein Phare. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier épisode et nous avons invité Anne Rubinstein, qui a été chef de cabinet de plusieurs ministres et élus durant sa carrière. Un poste exigeant, souvent méconnu, mais dont l'importance est capitale dans l'écosystème du politique. Cet épisode est l'occasion pour nous de revenir avec Anne sur son parcours atypique, puisqu'elle a débuté sa carrière comme professeure des écoles, mais aussi sur l'accès et le fonctionnement de ces cabinets politiques, comment on gère au quotidien le fait d'être proche du pouvoir, comment on gère le stress aussi, bien sûr, et le dévouement auprès d'un élu ou d'un ministre pour qui on travaille. Enfin, cet épisode est aussi l'occasion pour nous de désacraliser cette partie de la vie politique, souvent perçue comme nébuleuse et objet de fantasmes pour beaucoup dans l'opinion publique. Plein phare sur Anne Rubinstein, on est parti. Ces remerciements, je les dois Une équipe à l'énergie incroyable. Merci. à mon cabinet, bien sûr. Le travail qu'ils ont accompli à toute heure du jour et souvent de la nuit. Anne, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content de pouvoir faire cette première émission avec vous. Vous avez été chef de cabinet de plusieurs personnalités politiques, Najat Vallaud-Belkacem, Nicolas Hulot ou encore Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, lorsqu'il était encore ministre de l'économie en 2015. Première question pour rentrer un petit peu dans cette discussion, pour qu'on comprenne bien. C'est quoi un cabinet politique ? Alors vous avez eu raison dans votre introduction de dire que c'est un peu mystérieux. En tout cas, c'est toujours entouré de fantasmes. Vous avez utilisé le mot, c'est exactement le mot juste. Il y a d'ailleurs des séries à succès, parce qu'on se dit on va peut-être apprendre quelque chose dans ces séries. Elles sont souvent d'ailleurs très bien faites. Un cabinet ministériel, c'est l'équipe qui entoure un dirigeant. D'ailleurs, dans le privé, ça existe. Les grands chefs d'entreprise ont un cabinet avec une équipe autour d'eux pour les aider à mener au mieux leur mission. C'est absolument exactement la même chose dans un cabinet ministériel où on est là les uns et les autres. On est en général une petite équipe. Alors, il y a eu des tentatives de faire des cabinets à seulement 10 personnes. Et puis, bon, c'était vraiment difficile. J'ai connu ça, c'était très compliqué. En général, c'est entre 15, maximum 20 personnes qui entourent un ministre ou un président d'une grande région, par exemple, et qui l'aident à être le plus efficace possible, le plus cohérent possible et dans sa fonction. Et puis, ça lui permet aussi de faire le lien sur tous les sujets qu'il traite, faire le lien avec ses administrations, par exemple. Comment il se compose, le cabinet ? Est-ce qu'il y a plusieurs postes ? Comment il se compose et quelles sont à vous vos missions ou quelles étaient vos missions en tant que chef de cabinet ? Alors, un cabinet, il y a déjà des incontournables, c'est-à-dire quelque chose qui se reproduit dans tous les cabinets, quel que soit le ministre, le gouvernement. C'est le directeur de cabinet. Il a parfois 1 ou 2 adjoints. C'est celui qui est sur le fond des dossiers. C'est celui qui est le plus technicien des dossiers à l'intérieur d'un cabinet. Ensuite, il y a le chef de cabinet, donc fonction que j'ai beaucoup exercée, même si j'ai aussi été directrice de cabinet. Donc, à un moment donné, je pourrais vous dire les différences de positionnement. Un chef de cabinet ou une chef de cabinet, c'est la personne qui, on va dire, organise la vie du ministre. C'est-à-dire, quand je dis organise sa vie, c'est la personne qui est souvent d'ailleurs la plus proche du ministre, qui le connaît le mieux, qui l'accompagne un peu partout, qui organise ses déplacements, qui organise son agenda, qui répond à son courrier à sa place et qui fait souvent, dans la majorité des cas, en tout cas, c'était comme ça il y a quelques années, même si il y a quelques évolutions dont peut-être je reparlerai tout à l'heure, c'est souvent l'interface politique du ministre avec le conseiller parlementaire qui, lui, a une fonction très spécifique. Il fait le lien avec le Parlement et avec les députés ou les sénateurs. L'autre incontournable, dans toutes les configurations, il y a un conseiller de communication pour organiser les relations avec la presse, avec la communication du ministère. Et puis, ensuite, il y a des conseillers thématiques suivant le sujet que le ministre a à traiter,
il y a des conseillers qui sont spécialistes d'un sujet, puisque vous savez que le champ d'un ministre, c'est quand même assez large. Donc, voilà, c'est l'organisation de base, c'est celle-ci. On le disait en introduction, vous avez été enseignante pendant plus de 15 ans. Ça a été votre premier emploi. Comment ça se passe comment le switch se fait? Comment on en arrive à devenir chef de cabinet ou à exercer de manière professionnelle dans la politique? Puisque vous occupez du coup pendant 15 ans le poste. Vous êtes professeur des écoles pendant 15 ans. C'est pas le schéma le plus courant, hein, je dois vous dire. Vous avez dit atypique. Oui, ça reste atypique. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, parce que on s'enrichit toujours des autres expériences qu'on a pu faire. Moi, il se trouve que j'ai un parcours d'engagement, avec des engagements politiques assez forts. Et quand j'étais à la fac, honnêtement, j'ai été très intéressée par la chose politique. Parfois, j'ai d'ailleurs plus fait de la politique ou du syndicalisme enseignant que de suivre les cours et d'aller dans les amphis, je dois le dire. Mais j'ai été très intéressée par ça. Et un jour, j'ai considéré que, en fait, pour changer le monde, il fallait être instite en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je dois vous dire que mes parents n'étaient pas très, très contents et m'ont dit puisque c'est ça, tu te débrouilles toute seule, ma fille. Bon, voilà ce que j'ai fait. Et je suis allée donc en Seine-Saint-Denis. Donc, c'était un peu une mission. Je me disais, mais c'est là qu'il faut agir. C'est à ce moment-là, c'est auprès des gens qu'on a le plus besoin. Et j'ai donc fait ça pendant longtemps. J'ai pas fait que enseigner, je me suis occupée aussi assez vite. J'ai dirigé des écoles primaires, élémentaires, maternelles. Bon. J'ai aussi fait de la formation pour les enseignants. Je me suis occupée d'éducation prioritaire et de politique de la ville. Enfin voilà. Et puis, par ailleurs, et en même temps, j'avais des engagements politiques au Parti socialiste. Hein, et puis un jour, d'abord, j'ai commencé à percevoir que ce n'était pas complètement la vision idyllique de ce que j'avais imaginé quand j'étais jeune, que finalement, si j'arrivais peut-être à changer le parcours de 2 ou 3 gamins que j'avais eus en classe parce que je leur avais apporté ce dont ils avaient besoin. Bon, voilà, à un moment donné, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas forcément là. Et puis, on m'a proposé de diriger un centre de formation des élus. En tout cas, de m'occuper de la formation des élus, un des centres qui était affilié au Parti socialiste. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, ça m'a ouvert le chemin vers les cabinets de président de département, puis de président de région, et puis après, de cabinet ministériel. Donc voilà, après, moi, j'ai toujours trouvé que les univers très... uniforme était assez pauvre et que c'était très bien parce que moi j'avais vécu des choses, j'avais constaté des difficultés de la société qui étaient finalement assez... en tout cas, je me disais que c'était intéressant aussi et que l'interaction avec mes collègues qui, eux, venaient de l'ENA, de grandes écoles diverses et variées, finalement, c'était plutôt intéressant de confronter nos parcours. Et ça s'est toujours très, très bien passé, d'ailleurs. Vous l'avez dit, vous avez occupé pendant plusieurs années des postes directement au sein du Parti socialiste. Ça vous a ouvert des portes, vous dites. Comment on atterrit concrètement dans un cabinet ministériel, parce que on se doute, ce ne sont pas des offres qui arrivent sur France Travail, sur Pôle emploi, ni des choses qu'on peut voir sur LinkedIn ou autre. Alors on commence. Avant, ce n'était pas du tout le cas, effectivement, mais comme je le disais, c'est des parcours d'engagement. Donc évidemment, mon premier poste, il était lié à l'arrivée de la gauche avec la victoire de François Hollande en 2012. J'avais déjà failli en 97 quand Lionel Jospin, la question s'était posée aussi que je rentre dans un cabinet ministériel. Et puis bon, ça s'était pas fait pour X ou Y raison. Et donc déjà, voilà, on partage des grandes options aussi. Forcément, vous êtes aussi connu dans cette famille politique-là.
Il se trouve que moi, j'étais précédemment au cabinet du président de la région Île-de-France, une grosse région avec des connexions avec, évidemment, et politique et puis de proximité avec l'ensemble des cabinets ministériels. Donc, quelqu'un a pensé à moi, on me l'a proposé. C'était Najat Vallaud-Belkacem était porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes. Les droits des femmes, c'était un sujet qui m'était cher. Et voilà, donc je suis venue comme ça. Donc c'est quand même souvent, jusqu'à peu de temps, c'est des métiers où vous êtes effectivement un peu coopté, soit par une proximité politique, soit parce que vous maîtrisez très bien, vous êtes un spécialiste d'un sujet et le ministre a besoin de vous pour l'aider dans sa fonction. Vous dites que le rôle d'un chef de cabinet, ou en tout cas ce à quoi on le reconnaît, c'est celui qui connaît le mieux son ou sa ministre. Est-ce qu'on arrive dans des cas, des fois, où on atterrit dans un cabinet et on n'a pas forcément une relation antérieure avec le ministre avec lequel on arrive? Vous parliez de Najat Vallaud-Belkacem. Comment on noue cette relation en fait avec le ministre, parce que vous allez devenir, il va être dépendant de vous, vous allez être dépendante de lui dans un autre sens. Comment on noue cette relation-là? Alors, il peut y avoir une grande proximité. Il y a parfois des ministres qui arrivent avec leur staff. Alors, il y a du compagnonnage quand même dans le système politique. Vous avez, il y a des ministres qui arrivent avec soit ils ont été députés, c'est leur conseiller leur assistant parlementaire qui les aidait, soit ils viennent de leur vie militante de leur coin et c'est avec eux qu'ils arrivent. Et puis il y en a qui arrivent avec personne. Et alors moi, il se trouve que, en tout cas, pour Najat Vallaud-Belkacem, pour Nicolas Hulot, pour Emmanuel Macron, nous ne nous connaissions pas personnellement du tout. Là, c'est où ça match pas, ça c'est sûr. Après, c'est aussi c'est un métier qui est subtil, chef de cabinet. Moi, je pense et j'ai toujours pensé que évidemment, il fallait s'adapter à la personne et essayer de le satisfaire, essayer aussi qu'il soit tranquille pour donner le meilleur de lui-même. C'est quand même être ministre, c'est quelque chose de violent. Les gens imaginent que c'est les ors de la République et les belles voitures et les gyrophares, c'est bien autre chose que ça. C'est quelque chose qui vous absorbe, vous vous appartenez plus, vous n'avez pas de... tout ce que vous faites est scruté, c'est difficile, il faut absorber très vite des tas de notions, il faut comprendre des rapports de force. C'est vraiment très, très, très difficile. Moi, j'ai beaucoup y compris d'admiration pour ce que c'est que de devenir ministre. C'est une épreuve difficile. Donc, le chef de cabinet doit à la fois l'entendre, faire ce qu'on lui demande pour que le ministre soit satisfait. Et en même temps, il faut être capable de lui dire non. De lui dire, de le convaincre qu'il prend une mauvaise direction ou une mauvaise posture ou qu'il ne peut pas tout demander parce que ça pourrait avoir des conséquences néfastes pour lui. Donc moi j'ai toujours pensé que les métiers de cabinet, on n'était pas du tout là pour dire au ministre t'es le plus grand, t'es le plus fort, ce que tu as dit c'est formidable. Non, nous on est payés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et être capable de leur dire tu t'es planté ou voilà. Mais ça on peut le faire que si on a mis, nous, en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse faire bien son travail. Des dossiers bien préparés, clairs. Alors, ce n'est pas seulement bien préparé, ça aussi, c'est un des rôles du chef de cabinet. Quand vous demandez une note à vos services, vous avez la jolie petite note administrative de 10 pages avec des paragraphes, avec tout ça. Dans le temps imparti au ministre, c'est impossible de l'avoir lu. Parfois, malheureusement, il peut voir son dossier que quelques heures avant de produire de se produire ou lors d'une réunion ou lors d'un discours. Donc, le chef de cabinet, lui, doit veiller à ce qu'il y ait le maximum et à la fois le minimum pour qu'il puisse délivrer un message intelligible, intéressant
Et pour ça, il faut aussi donc, être capable de comprendre ce qui se joue. On n'est pas un technicien quand on est chef de cabinet. Mais en revanche, il faut comprendre quand même de quoi le ministre va rapports de parler force, et les rapports de force, et aussi un petit peu du fond, parce que Bien sûr. si vous ne comprenez pas ce qui se joue, vous avez du mal à pouvoir conseiller correctement. On parlait juste avant d'une forme de dépendance aussi qu'il peut avoir envers vous, dans le sens où vous lui simplifiez la tâche. Vous en avez aussi une envers lui, parce que si demain il n'est plus ministre, vous n'avez plus d'emploi. C'est un peu la spécificité aussi du monde des cabinets, quand on s'y intéresse de près. C'est un monde où on peut parfois, du jour au lendemain, se retrouver dans des situations que l'on n'avait pas prévues la veille. Alors, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi dans les métiers de cabinet. Ça, c'est clair, puisque c'est une des particularités des contrats de cabinet, c'est que du jour au lendemain, ils sont caducs si le ministre a démissionné, si le ministre a été débarqué, et voir si le gouvernement tombe. À partir du moment où un gouvernement tombe, le Premier ministre remet sa démission au président de la République, les contrats de cabinet tombent. Donc, il y a des gens pour qui c'est un problème. Écoutez, moi, ça ne l'a jamais été, en fait. Moi, j'étais plus fonctionnaire parce que j'avais quitté l'éducation nationale, mais je pense que j'ai cette forme de, peut-être, d'insouciance ou d'inconséquence, je ne sais pas, qui fait que ce n'est pas un problème. Mais c'est sûr qu'il faut vivre avec ça. Alors après, il y a des situations, il y a des périodes politiques où c'est plus facile qu'à d'autres. Moi, j'ai vu la différence entre débuter un mandat en 2012 ou en 2017. On a l'impression qu'on a la vie devant nous pour faire des belles choses. Aujourd'hui, c'est plus complètement le cas. Instable. Voilà. Ça vous est déjà arrivé de sauter Oui. du gouvernement? Oui. Bien sûr, oui. Moi, j'ai vécu plein de remaniements. Dans des moments où on s'y attend pas? Dans des moments où on s'y attend pas, absolument. Dans des moments où votre ministre est extrêmement stressé parce que son avenir se joue et qui sait pas, et voilà, qui voudrait bien, mais voilà. Donc non, c'est des moments très particuliers, les remaniements ministériels. C'est pas très agréable. Petite anecdote qui pourrait amuser certains, c'est que par exemple, d'abord, le chef de cabinet doit se préparer, y compris à faire la passation avec le successeur de votre ministre. C'est à lui qu'incombe de pouvoir accueillir le ministre qui rentre. Et il y a toute une scénographie pour les jours de passation. Et petite anecdote, à partir du moment où le gouvernement est tombé, vous avez immédiatement les gens des archives nationales qui débarquent dans les bureaux et qui vous demandent d'accéder à vos ordinateurs, à vos dossiers pour les livrer. Et ça a un côté assez perturbant, assez intrusif. Mais voilà, ça fait partie et je crois qu'on le sait. En fait, les métiers de cabinet sont des métiers tellement spécifiques que tout le monde n'est pas... il faut être la bonne personne à la bonne place. Et ce n'est pas toujours une question de savoir. C'est aussi notre capacité à accepter à la fois toutes ces contraintes. C'est très excitant en même temps. C'est les deux. Vous disiez tout à l'heure que la politique, c'est un monde très dur, très violent. Comment aussi, quand on est à l'intérieur, on gère ça quand on voit son ministre prendre des coups en public? C'est des choses qui ne sont pas faciles. Pour pas trahir de secret, moi j'ai eu la chance de faire un stage avec Pape Ndiaye, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'est quelques mois après, il y a eu un remaniement gouvernemental. C'était dans une période délicate pour lui. Il était aussi sous le feu des critiques, comme d'autres ministres, bien sûr. Comment on gère ça quand on est à l'intérieur, quand on voit son ministre prendre des coups? Après, c'est un petit peu, je vais raccrocher ça à la question que vous posiez au départ. C'est-à-dire qu'il faut, d'abord, la première chose et la première qualité, c'est qu'il faut gérer son stress et celui du ministre pour lequel on travaille. C'est-à-dire qu'il faut faire comme si vous n'en aviez pas de stress. Donc, d'être d'une zénitude
en espérant qu'elle soit contagieuse, c'est pas toujours le cas, et absorber tout le stress pour que le ministre en ait le moins possible. Ça, c'est en règle générale. Moi, vraiment. Alors, je ne vous dis pas que ça n'a pas des conséquences, parce que ce n'est pas si simple de tout encaisser, mais je pense que c'est vraiment une qualité. Et effectivement, c'est difficile de voir... et c'est là où c'est compliqué, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à la fois, il faut être capable de dire au ministre qu'il y a des choses qui ne vont pas et que voilà, tout ne va pas forcément bien se passer. Exactement. Voilà. Et en même temps, capable aussi de le rassurer, parce que tant qu'il est là, il doit faire les choses bien et on doit l'aider. Après, c'est là où la cohérence d'un cabinet est très importante. C'est-à-dire que si vous êtes... si tout le groupe est très solide, très lié, très convergent, et que le ministre peut entendre de façon différente, mais conjointe, que les choses ne sont pas si bien ressenties à l'extérieur que ce qu'il croit lui, c'est plus facile. Quand vous êtes seul pour porter le sujet, c'est plus compliqué. Vous dites quelque chose qui vous parlez d'extérieur. On a aussi beaucoup tendance à percevoir les cabinets politiques et même le monde ministériel comme une sorte de bulle dans lesquelles les ministres ou les élus sont parfois un peu enfermés et où il est compliqué de prendre cette température extérieure, de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, de comment la France ou les citoyens sont en ce moment. Comment on arrive à gérer ça aussi, le fait d'être dans une bulle, tout simplement, constamment pour rester raccroché au réel et arriver à prendre les bonnes décisions dans ce sens-là? C'est une bonne question parce que c'est fondamental. On ne peut pas faire de la politique en étant dans une bulle. La politique, c'est être connecté en permanence à la société, la comprendre, voir vers quoi elle tend, connaître les aspirations, connaître les appréhensions aussi, les peurs, les projections qu'ont nos concitoyens. Sinon, on fait de la politique, je ne sais pas comment, mais en tout cas, moi, je suis très attachée à l'idée que ce n'est pas une bulle. Vraiment pas. Il ne faut pas... D'où ce que je disais tout à l'heure, de ne pas être une bulle, c'est aussi d'avoir des gens dans son cabinet qui ont des histoires différentes, des parcours différents. Je trouve que c'est... Et puis, il ne faut pas se laisser... enfermés. Bon, alors après, on a quand même des capteurs. Je pense que les ministres qui ont une emprise territoriale sont des ministres en général qui sont plus ancrés, parce que quand le week-end, ils retrouvent ils ont été maires, par exemple, ils retrouvent leur marché de leur village ou de leur ville, ils entendent des citoyens et ce qu'ils pensent. Après, on n'est pas non plus... on lit les journaux, on écoute... les chaînes d'infos, on lit les réseaux sociaux, il y a des conseillers pour ça aussi. Et puis, il y a les parlementaires aussi qui ne manquent pas de rappeler aux réalités les ministres. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut lutter, d'autant plus qu'il ne faut pas non plus se raconter d'histoires. Les déplacements ministériels sont quand même assez... organisés, on va dire. Ce qui fait que ce n'est pas franchement là où la parole... pas tant d'ailleurs qu'on organise pour que le ministre surtout ne voit personne. Moi, j'ai toujours fait mes déplacements, monter mes déplacements pour qu'ils soient le plus proches de la réalité que possible. Moi, j'aime bien les confrontations directes où on met le ministre avec des citoyens lambda autour de lui et qu'on discute à bâton rompu. Voilà, moi, j'aimais bien ces séquences-là. Après, même les gens qu'il rencontre, ils ne parlent pas au ministre comme on parle à son voisin ou à ses copains le samedi soir. Donc, il y a un biais. Voilà, c'est vrai qu'il y a un biais. Vous disiez que vous parliez des déplacements. C'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un ministre et donc de la vie du chef CAB. C'est vraiment le chef CAB d'un qui cabinet. monte ses déplacements. Alors là aussi, il y a des tas d'exercices imposés. Il faut d'abord réfléchir pourquoi on fait ce déplacement. Est-ce que c'est pour permettre au ministre d'illustrer quelque chose ou une mesure qu'il va prendre
ou quelque chose qu'il veut mettre en avant pour justifier les mesures qu'il va prendre. Voilà, c'est un écrin, on va dire, le déplacement. Donc, première chose, pourquoi il le fait? Quel message il va devoir Porter. délivrer et porter? Ensuite, dans quelles conditions il va le faire? Le chef de CAP, c'est lui qui choisit, par exemple, si le ministre s'exprime au pupitre ou s'il faut mieux qu'il soit avec d'autres autour d'une table. Ou bref, il y a aussi la scénographie d'un déplacement qu'il va voir. Et quel est l'endroit le plus adapté au message qu'il veut porter. On travaille pour ça de façon très serrée avec les préfectures, avec une dimension pour le chef de cabinet de ne pas forcément se laisser enfermer par le choix des préfets, qui est souvent un choix assez aseptisé, parce qu'évidemment, personne n'a envie que ça se passe mal, mais entre ça se passe mal et du coup, je vois personne, l'organisation est tellement rigide qu'on met les manifestants à 2 kilomètres, on évite toute confrontation. Voilà, entre les deux, il y a des passages et moi, j'aimais bien faire ça aussi. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de mes quelques stages en cabinet politique, c'est la vie à 1000 à l'heure quand on est là-dedans. Ouais. C'est une sorte de travail dans l'urgence, Ouais. la nécessité de s'adapter constamment. Vous avez fait 15 ans plus de 15 années de cabinet. Comment on arrive à gérer ça au quotidien? Parce que c'est une emprise qui... Enfin, moi, je faisais mes stages, je rentrais le vendredi, j'en parlais plus jusqu'au lundi, mais je me doute bien que ça vous prend aussi vos week-ends. Les journées finissent beaucoup plus tard et commencent certaines fois beaucoup plus tôt que la plupart des personnes. Comment on gère ça et comment on arrive à s'adapter constamment au fait de devoir travailler dans l'urgence et comment on perçoit en fait l'urgence constamment? Moi, je ne sais pas s'il y a une technique. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aime ça. Voilà. Donc, à aucun moment on s'ennuie déjà. Donc, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, qui par ailleurs peuvent avoir d'énormes qualités. Moi, j'ai accepté finalement d'abord d'être spécialiste de rien, même si j'ai des petites spécialités quand même, des choses. Et puis surtout, il faut accepter effectivement d'avoir une vie à 100 à l'heure, de ne pas prendre de vacances. Je pense que je dois avoir une bonne constitution parce que j'ai quand même fait ça longtemps. Alors tout le monde me dit, mais comment t'as fait? Et puis, je n'étais pas une jeune femme, j'étais déjà bien avancée finalement dans l'âge. Je crois que c'est extrêmement difficile. Ça fait partie des choses qui sont difficiles pour, par exemple, les jeunes parents, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Vous n'êtes jamais chez vous. Et puis, pire encore, c'est quelque chose qui vous habite. Voilà, vous y pensez tout le temps. Il y a des ministres, vous me demandiez tout à l'heure, qui sont beaucoup plus demandeurs voilà, j'ai des ministres qui m'appelaient tout le temps, le samedi, le dimanche, avec ou des angoisses ou des questions ou des choses comme ça pendant les vacances. Voilà. Donc, il n'y a plus de frontières entre ce que vous êtes et ce que vous faites, et votre temps n'est plus séparé comme c'est le cas pour tous les autres types de métiers, où quand vous rentrez chez vous, vous avez fini votre travail. Là, c'est pas le cas. Mais moi, d'abord, j'aime ça. 2, à chaque fois, comme c'était un engagement, quelque part, ça correspondait aussi à ce que j'avais envie de faire et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse. C'était ma contribution. Bien sûr. Voilà. Moi, j'aurais pas pu aller faire ça pour servir des idées qui n'étaient pas les miennes, avec lesquelles j'aurais été en désaccord. Mais justement, ça me fait une transition toute faite sur une question aussi que je souhaitais vous poser. Vous avez travaillé pour différents ministres qui n'ont pas tous, certaines fois, les mêmes socles d'idées ou autres. Comment vous arrivez à adapter, à vous adapter en fonction du ministre, mais à ne pas en perdre votre sens des valeurs et de ce pourquoi vous êtes là, mais en même temps, vous devez être loyal envers votre ministre. Comment ça se passe pour réussir à trouver un équilibre? Alors, je vais un peu prendre la question de façon un peu
plus personnel. Moi, je fais de la politique depuis... Enfin, je suis tombée dedans dès le lycée, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on se dit qu'il faut changer le monde, je ne sais pas. C'était pas du tout... Mes parents n'en faisaient pas. Et voilà. Mais moi, j'ai assez vite... Donc, dès le lycée, j'ai été engagée dans tout ce... Voilà. Et j'ai très vite compris qu'il y avait un truc qui était sûr dans la politique, c'est que... le matin dans sa classe ou quand on est tout seul, il faut continuer à pouvoir se regarder et à savoir pourquoi on fait les choses. Donc peut-être que ça, c'est une boussole que j'ai toujours d'ailleurs. Après, vous dites des ministres qui n'avaient pas tous le même socle. Il se trouve quand même que y a un moment de rupture dans ma vie politique. C'est le moment où Emmanuel Macron fait une offre politique et que je quitte le Parti socialiste pour participer à la création de En Marche à l'époque. Ça, c'est une rupture politique. Mais moi, je n'ai accompagné que des gens avec lesquels j'avais un engagement commun. Et quand, à un moment donné, j'ai été avec l'un de ces ministres que j'ai accompagné en divergence, et en tout cas, voilà, je ne me sentais pas à l'aise dans sa façon de fonctionner, je suis partie. Voilà, je trouve que... Mais ça vous est déjà arrivé de partir pour Oui. divergence? En tout cas, pour, je ne sais pas, divergence, ça voudrait dire sur des positions vraiment... C'était plutôt pour peut-être une conception de la chose publique et de la communication qui était différente. Et je trouve qu'on ne sert pas bien quelqu'un avec lequel, par ailleurs, on se dit non, mais c'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas faire. Il y a peut-être des gens qui savent faire. Moi, je suis peut-être trop entière ou trop... mais non, je ne pourrais pas. Une des choses, un des contrastes que j'ai pu saisir en préparant aussi cet épisode, c'est on a toujours l'habitude, quand on fait des entretiens d'embauche ou autre, qu'on nous demande souvent où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Est-ce que on arrive à se projeter à plus 5 ans quand on fait ce que vous faites dans la vie de tous les jours en tant que chef de cabinet? En fait, ça va peut-être vous paraître inconscient. C'est peut-être ça d'ailleurs qui était... j'y avais jamais pensé, mais qui correspondait pas à ma personnalité de me voir fonctionnaire toute ma vie dans l'éducation nationale. Il y a des gens, enfin moi j'ai connu dans l'éducation nationale des gens qui ont enseigné dans la même classe, de la même école toute leur vie. Bon, pour moi, c'était absolument même pas envisageable de faire ça déjà. Et en fait, je me suis jamais projetée dans rien. D'abord parce que, peut-être par raison, parce que comment voulez-vous organiser? Vous savez pas, il n'y a rien de plus mouvant que la politique. Vous savez pas combien de temps va rester votre ministre. À chaque élection, vous remettez, on remet tout en cause parce que, et c'est bien normal en démocratie, c'est quand même les citoyens qui ont le dernier mot. Donc moi, j'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que les choses se sont toujours bien goupillées, voilà. Vous dites ça comme ça, ou bien enchaînées, ou d'une étape est arrivée une autre, et puis voilà, les choses se sont. Mais j'aurais jamais, honnêtement, je n'ai pas imaginé d'avoir fait tout ça. Et des fois, quand je rencontre quelqu'un comme vous, quand je vous ai rencontré, ou que je raconte, des fois, j'ai même du mal, moi, à croire. Je dis, waouh, j'ai fait tout ça. Mais oui, mais c'est vrai parce que c'est un peu étonnant. Enfin, nous, on est dans une période, les jeunes, où on est, voilà, la vingtaine, c'est une source, c'est un âge source de questions, où on se projette dans la vie, on rentre dans la vie adulte, etc. Et c'est souvent ces moments-là où on se demande qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et de voir qu'il y a aussi la possibilité de se dire, on voit comment ça se passe, etc. Mais moi, je crois qu'il faut croire en soi. Je dis tout le temps ça, et je fais souvent des interventions auprès de jeunes. J'ai gardé quand même cette fibre de la transmission. J'aime ça. Je prends toujours des stagiaires. J'en ai encore en ce moment, où je vais dans des écoles quand on me le demande. Et je dis déjà, il faut croire en soi, et puis savoir ce qui nous anime. Moi, j'aurais été très mauvaise dans un truc où je me serais dit mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi? Enfin, je sais que j'aurais pas été... Il y a des gens qui arrivent à être des très bons, je sais pas moi,
cadre de la grande distribution. Voilà, moi, ce qui ne m'intéresse pas, je sais que c'est pas pour moi. Donc, je crois qu'il faut croire en soi et puis avoir peut-être des convictions ou des goûts ou des talents, je ne sais pas. Et puis avancer et puis savoir aussi peut-être voir les mains qui se tendent, prendre des opportunités. Bon, après, ça a un petit côté inconscient, hein, je sais bien, parce qu'un jour, tout peut s'arrêter, on peut galérer. Après, honnêtement, il faut quand même être... quand on est dans des métiers de la politique, on est aussi dans des métiers de réseau. Vous rencontrez plein de gens. Alors, à part si vous avez été absolument mauvais et que tout le monde, vous avez une réputation affreuse et que personne ne veut de vous, mais quand même, s'il y a bien un endroit où vous connaissez toujours quelqu'un et que c'est quand même, je ne vais pas dire le Plus contraire, simple, c'est ouais. quand même plus Bien simple que sûr. dans des métiers où, voilà, moi, j'ai rarement passé, je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 15 jours d'attente entre deux postes, hein, ce qui me permettait de me reposer. Ça fait vos vacances. C'est ça. Quel rapport on entretient avec la reconnaissance quand on est dans l'ombre, comme les métiers dans les cabinets politiques? Ah, c'est marrant comme question, mais c'est intéressant. La reconnaissance, bah, c'est important. Enfin, moi, je ne veux pas dire que c'est pas important. C'est important de savoir que vous avez bien fait les choses, que votre ministre est content. Vous avez aussi participé à une, moi j'aime bien ça, une aventure collective. Vous avez, voilà, des fois, moi, je repense à des choses, j'ai dit, ah bah tiens, ça existe aujourd'hui dans ce pays. Et ben, j'étais là, j'y ai contribué, ça me fait plaisir. Donc, la reconnaissance, c'est important, je pense, pour tout le monde. Après, le fait d'être dans l'ombre, mais à aucun moment, moi, ça m'a ni même, je l'ai même remarqué, quoi. Je me suis jamais dit, oh là là, je suis dans l'ombre. Non, on a tous une pierre à poser à l'endroit où on est. Après, là, dans mes fonctions actuelles, j'ai découvert ce que c'était. C'est maintenant moi qui ai une équipe qui prépare mes dossiers, je fais mes discours pour moi. Donc, j'ai découvert l'autre côté. C'est aussi agréable. Mais moi, ce qui me guide, c'est est-ce que je fais quelque chose qui me semble utile. Petit rappel, Anne Rubinstein est actuellement déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est le poste actuel. Vous n'êtes plus chef de cabinet, Non. mais vous occupez un poste. Donc là, Des fois, je dis je suis à mon compte pour Ah oui, pour plaisanter. ça passe mieux. Ça passe mieux. Quand on est aussi quand on baigne dans ce monde-là, de la politique pendant 15-20 ans, comment on perçoit le pouvoir aussi? Ah. Parce que vous y êtes, vous le touchez, vous êtes à côté, Ah, vous c'est une êtes très aussi bonne des fois. question. En fait, c'est très désacralisé. Voilà. Ça me fait toujours quelque chose quand les gens... Oh là là, j'ai rencontré un ministre. On a l'impression que c'est un truc incroyable. Moi, c'est mon quotidien. Donc, honnêtement, je suis pas... c'est pas du tout ça qui m'anime. Alors, j'ai rencontré des gens pour lesquels j'ai eu de l'admiration. C'est-à-dire la personne où... Quand vous ressortez d'un entretien avec lui, vous avez l'impression que vous êtes plus intelligent que quand vous êtes rentré. Ça, c'est assez génial. Vous avez des exemples? Oui. Comme? Comme Oui. vous voulez savoir. On est curieux. J'ai ressenti ça avec Laurent Fabius, vraiment. Et puis avec Emmanuel Macron, très certainement. Où c'était... Ouais, il y avait le petit truc en plus. Bien sûr. Et donc là, vous vous dites, ouais, waouh, c'est génial d'avoir pu faire ça. En revanche, la relation avec le pouvoir, au sens où on parle du pouvoir, je sais bien ce qu'il y a derrière ces mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Il y a un très beau slogan, d'ailleurs, qui a été pris par le milieu associatif, c'est « pouvoir d'agir ». J'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que c'est ça qui est grisant, quoi. C'est de se dire, j'ai peut-être des clés pour dénouer des choses dans la société ou pour transformer. Et ça, je trouve ça passionnant. Après, moi, ça m'impressionne plus du Bien tout, sûr. le décorum, voilà. Et d'autant moins que quand on a une fonction en très grande proximité,
eh bien, les ministres, quels qu'ils soient, ils ont aussi des préoccupations d'hommes, de femmes, de leur génération. Voilà, ils ont des sujets comme chacun, quoi. Euh, je me permets de rebondir parce qu'on est quand même curieux ici, mais vous disiez qu'il y avait un petit truc en plus avec Emmanuel Macron, avec Laurent Fabius. C'est des choses dans votre carrière que vous arrivez à percevoir quand vous rencontrez un personnage politique, ce petit truc en plus. Ah oui, bien sûr. Vous avez travaillé avec lui pendant plusieurs mois, Emmanuel Macron. Pendant 2 ans. Donc vous avez eu le temps de... Oui, bien sûr. En fait, en cabinet ministériel, je ne l'ai pas dit, mais il y a un rapport au temps, tout est accéléré. Les relations entre les gens sont accélérées, le temps est accéléré. Voilà, donc le rapport au temps est complètement différent de la vraie vie. Donc 2 ans, c'est long. Et puis c'est vrai que du coup, on se connaît bien aussi. On se connaît bien aussi parce qu'on passe énormément de temps ensemble, parce qu'on voyage ensemble, parce qu'il y a une forme forcément d'intimité, de quelque chose qui se noue. Oui, je pense que je suis capable aujourd'hui de dire il y a des gens qui sortent du lot, c'est une évidence. C'est super, en tout cas, c'est super intéressant de voir Il y a des gens qui sont faits pour ça aussi, et puis d'autres qui sont d'excellents ou théoriciens ou penseurs ou intellectuels, et puis qui sont fracassés par l'exercice. Et puis il y a des gens qui ont à la fois ce qui fait la force d'un politique, c'est à la fois de l'intuition, de la volonté, sentent les choses le aussi, verbe. bien sûr. Enfin, il y a toute une proximité aussi. Voilà, il y a plein de choses. J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse aussi dans notre discussion, puisque on l'a pas dit, mais vous avez dit qu'on pouvait aussi... Il existait des cabinets dans des grandes entreprises ou même dans d'autres métiers dans le public. Vous avez occupé un poste auprès de Martin Hirsch, qui était le directeur des hôpitaux de Paris. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que vous avez occupé le poste de directrice de cabinet. De au 2019 à 2022, donc en pleine crise Covid. Ouais. Comment, quand on arrive dans un contexte comme ça, en 2019, il n'y a pas encore de Covid, donc quelques mois après la crise sanitaire, une des plus grandes crises sanitaires du XXIe siècle, vous tombe un peu sur la tête et touche les grandes villes, et toutes les villes, tout le monde. Comment on gère ça quand on est de l'intérieur, et quand on est avec la tête qui décide, entre guillemets, même s'il n'est pas seul à décider, mais avec Martin Hirsch? Comment ça se passe? C'est vraiment un passage très particulier de ma vie professionnelle et personnelle. Moi, je connaissais Martin Hirsch, j'admirais beaucoup l'homme. Je l'avais rencontré plusieurs fois, on avait des amis communs. Et venir travailler avec lui, j'étais sûre que j'allais être en phase avec lui. Et voilà. Donc, il me recrute après que j'ai décidé de quitter un cabinet ministériel comme directrice de cabinet. Et je ne connais absolument... S'il y a un sujet que je n'ai jamais abordé dans ma vie précédente, c'était la santé. Voilà, donc je ne suis pas recrutée pour mes qualités ou ma connaissance. Pas du tout. Et je ne réfléchis pas à ça. Je sais que je vais accompagner Martin Hirsch, qui... je l'aborde comme un homme politique, qu'il est d'ailleurs par ailleurs. Hein. Et puis je rentre dans cette équipe, c'est absolument passionnant. D'ailleurs, c'est une équipe toujours très liée. Et puis je découvre le monde de la santé hospitalière, parce que c'est pas tout le monde de la santé non plus. Et très vite arrive cette pandémie incroyable. Et honnêtement, c'est difficile, vraiment. C'est difficile parce que ça percute votre rapport, un rapport très intime à la santé, à la mort. Moi, j'étais pas préparée en fait à tout ça. On est plus ou moins préparé par sa vie, et donc, il faut gérer ça aussi, quoi. En plus de, il faut que ça aille vite, il faut délivrer parce qu'il faut trouver des solutions, que tous les jours on inventait la façon de faire pour que l'hôpital public tienne, pour qu'on réponde aux besoins, et c'est pas n'importe quel besoin. Je refais une comparaison avec tout ce dont on a parlé avant.
à la fin, on ne meurt pas, quoi. Même si votre ministre s'est planté, même si, au pire, le gouvernement a été battu. Voilà. Là, à la PHP, dans cette période-là, moi, j'étais là au moment où il faut prendre des décisions qui impactent de la vie ou de la mort des gens, quoi. Et là, c'est complètement autre chose. Moi, ça a été compliqué pour moi à titre personnel. Hein. J'ai pas mal souffert. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré travailler dans cette équipe. J'ai essayé d'apporter une plus-value qui n'était évidemment pas technique. Hein. Moi, je me suis occupée pendant cette période-là de tout ce qui pouvait faciliter la vie des soignants qui, par ailleurs, exerçaient en même temps que les écoles étaient fermées, qu'on avait du mal à aller faire ses courses, on avait du mal à se déplacer. Et pourtant, ces gens devaient venir tous les jours au travail, essayer de trouver des... Donc, il fallait les loger quand ils habitaient loin, les loger à Paris pour qu'ils puissent prendre leur poste. Enfin, il fallait tous les jours inventer quelque chose. Donc, j'ai trouvé ma place, mais ça a été une expérience bouleversante, vraiment. Et très délicat aussi quand on arrive dans un... Enfin, vous l'avez dit, mais quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas en tant que tel, en tant que compétences techniques. Hein, je ne parle pas de non, le reste, après, c'est des organisations que je connais, quoi. C'est aussi une forme d'administration et tout ça. Donc, je n'ai pas eu de mal à... mais il faut quand même décoder. D'abord, c'est un autre typologie de personnes. Hein. On travaille avec des médecins, des grands professeurs. Il y a une gouvernance particulière pour l'hôpital public. Mais ce n'est pas tant que ça, parce que ça, c'est un écosystème. Quand je suis arrivée à Bercy, je n'étais pas une grande spécialiste du monde économique et de l'industrie. Voilà, mais après, vous vous fondez là-dedans. Et puis finalement, dans les métiers de cabinet, on vous apprend très vite à décoder les écosystèmes. Il faut très vite comprendre là où vous êtes. Donc ça, cette partie-là que j'ai pu... capté pendant les premiers mois où je suis arrivée, parce qu'il n'y avait pas encore la pandémie, c'était effectivement un milieu très, très codifié, avec des particularités, un vocabulaire particulier. C'est assez complexe, l'organisation en France de la santé publique. Enfin, bon, voilà. Mais ça, bon, voilà, on est préparé à faire ça. En revanche, personne n'était préparé à une pandémie aussi incroyablement dévastatrice, parce que quand même... Et puis, c'est pas facile de... Comme vous disiez, mais c'est pas facile de se lever tous les matins, de voir le... Parce qu'on se souvient, il y avait quand même le nombre de décès en France qui s'affichait. Tous les jours, il y avait des mises à jour. C'était affreux. Moi, je me souviens le soir rentrant très, très tard, parce qu'on avait des journées de dingue. Moi, pour le coup... Quand j'entendais des gens qui se plaignaient de leur confinement, je me disais... voilà. Oui. Je me souviens... Vraiment, ça fait partie des choses les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie professionnelle. Voilà, rentrer dans ma petite voiture, il n'y avait pas un chat dans Paris, il n'y avait pas non plus de métro, donc j'avais une voiture, et de rentrer en conduisant et en pleurant tellement j'en pouvais plus, quoi, de tout ça. Mais c'est aussi ça, l'action publique, et on est fiers aussi d'avoir fait ça. La politique, c'est ça. Faire de la politique, c'est quand même... prendre des décisions. Et puis gérer... Ouais, c'est ça, c'est savoir prendre des décisions et essayer de gérer le bien commun. On dit souvent que la politique évolue en fonction de la société, mais exactement, j'y viens. La politique s'adapte aussi. Elle s'adapte aux évolutions. Des évolutions, vous en avez connu, le numérique, les chaînes d'information en continu, parce que pour beaucoup, il y a 20 ans, ce n'était pas forcément à l'ordre du jour. On a un rapport à l'instant, à l'instantanéité des choses qui est très particulier. Comment ça se passe aussi de se dire que une info, une prise de parole, il faut parler maintenant. Peut-être que si on parle dans 20 minutes, c'est trop tard. Dans 30 minutes, on est déjà passé à un autre sujet. Alors qu'avant, c'était quand même différent. Comment on perçoit ces évolutions-là et comment on s'adapte aussi beaucoup, puisque le métier de chef de cabinet en 2008 n'est peut-être pas le même que celui en 2022. Les contraintes sont différentes. Oui, c'est important de comprendre le monde et comment il marche. Moi, là-dessus, sur le sujet de la communication en temps réel, parce que c'est ça que vous relevez, je dirais que c'est peut-être la chose sur laquelle on n'a pas été encore au bout
de l'adaptation. C'est-à-dire que moi, je pense que la communication politique, aujourd'hui, elle n'a pas été suffisamment repensée à l'aune de cette rapidité, cette façon de zapper en permanence, et surtout cette façon qui vous contraint à une pensée simpliste. Ça marche beaucoup mieux, la pensée simpliste, à l'heure de la rapidité, de tout ça. Moi, je pense que c'est une des causes de la montée du populisme, de la petite formule qui va bien, alors que le monde est complexe, que les intérêts des uns se heurtent parfois aux intérêts des autres, que l'intérêt général, c'est une notion qui a du mal à résister aux besoins et aux façons lapidaires dont, sur les réseaux sociaux, tel ou tel représentant de la société s'exprime. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore bien capté qu'est-ce que c'était que faire de la politique, comment on arrive à l'expliquer dans cette espèce de brouhaha qui en plus s'annule. C'est-à-dire que le poste du matin est balayé par celui de 13h et balayé par... Voilà. C'est un peu une insatisfaction pour moi. Je me dis il y a un peu d'impensé encore là-dessus et que c'est peut-être ça qui est en train d'éloigner entre autres, éloigner nos concitoyens de la politique. Justement, ça participe aussi au fait que beaucoup de personnes, et je le disais en introduction, beaucoup de personnes perçoivent la politique, voire un peu plus loin les cabinets politiques et autres, comme des choses, des objets très opaques. Je lisais un texte de Guy Tuillier qui avait fait une histoire de la bureaucratie moderne et qui, même les historiens s'amusent à dire que retracer l'histoire des cabinets politiques, ce sont des choses très complexes. On préfère souvent s'intéresser aux administrations parce que les traces écrites sont peu présentes. Tout se fait beaucoup à l'oral, les prises de décision, etc. Ça participe aussi, et c'est le regard de l'auteur qui porte sur ce sujet, mais l'opacité que peuvent représenter ces cabinets, on parle de communication, comment on perçoit aussi ça, comment on s'adapte au fait de se dire qu'on évolue dans quelque chose dont les gens se méfient. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit le cabinet qui soit l'objet de tout. Après tout, le cabinet n'est là que pour aider à faire émerger la parole de celui qui est légitime à donner son avis. Nous, ce qu'on fait, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça soit opaque. Ça fait fantasmer. Bien sûr, et puis même au-delà de ça, le fait, vous disiez que c'était parfois, on avait du mal à communiquer, à avoir de la pédagogie aussi. Oui, mais pour moi, quand je disais ça, c'est sur les choix politiques qui sont faits par les hommes et les femmes politiques qui ont du mal à se faire comprendre, plus que comment ils travaillent. Après, moi, ça me gênerait. D'ailleurs, on l'a eu fait dans un des cabinets dont j'étais la chef. Avec Emmanuel Macron, on a embarqué une équipe, c'était envoyé spécial, et qui est restée avec nous pendant une semaine, je crois, et qui a partagé la vie du cabinet, et qui était embarquée avec nous dans tous les moments. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas des moments où on fermait la porte, parce qu'honnêtement, il y a des choses, on n'est pas obligé non plus de tout montrer. Mais au-delà de ça, dans votre question, c'est vraiment une préoccupation pour moi, c'est comment... on explique ce qu'on fait, on explique quels sont les choix qui sont pris par le ministre, par le gouvernement, par le président, sans tomber dans cette espèce de réponse expéditive, facile, floue parfois, qui laisse à penser aux gens que y a qu'à, que les rapports, il n'y a finalement plus que le rapport de force de la communication qui peut résoudre des problèmes. En fait, la politique, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'intérêt général, c'est une notion qui est très compliquée à appréhender. Évidemment, comment vous arrivez à combiner... on le voit dans le débat actuel, les logiques, par exemple, d'industrialisation, de compétitivité avec les logiques de transition écologique, comment vous
permettez à des agriculteurs de vivre dignement et en même temps, comment vous arrivez, c'est un sujet moi qui m'est cher là dans mon travail que je fais, que vous arrivez aussi à proposer des produits qui sont accessibles à tout le monde et qui sont pas chers. Voilà, donc en permanence, c'est ça. Vous avez toujours que des choix quand vous faites de la politique qui sont qui vous demandent d'abandonner. Enfin voilà, c'est des choix cornéliens souvent. Est-ce que des fois aussi, moi c'est une remarque que je me suis toujours faite pendant mes années d'études et mes années d'études depuis le primaire, au collège et au lycée, c'est que j'ai rarement eu des cours sur le fonctionnement des institutions politiques. J'ai dû attendre avec Jules qui est là en licence, d'avoir vraiment un panorama du fonctionnement précis des institutions, de comment se prennent les décisions politiques. Vous parlez des agriculteurs, voilà, c'est des compétences. Enfin, on sait que l'Europe joue un rôle extrêmement important là-dedans. Pour d'autres sujets, ça va être le département. Pour d'autres sujets, ça va être la mairie, ça va pas être l'État. Est-ce qu'on arrive à percevoir aussi qu'on manque, et c'est là je donne un avis personnel ici, mais est-ce qu'on manque pas des fois un peu de pédagogie pour que les gens aient les outils pour comprendre ce qui se joue et qui aussi est responsable de ce qui se joue? Certainement. Moi, je crois qu'effectivement, de toute façon, il faut booster tout ce qui relève de la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, de tout ça, c'est extrêmement important, y compris dans l'optique de réhabiliter aussi, hein, que voilà, une société, c'est pas une addition simplement une addition d'individus qu'il faut faire cohabiter bon an mal an. Non, c'est trouver ce bien commun, cette concorde pour que tout le monde se trouve à la place où il est de façon la plus harmonieuse possible. Moi, je crois que ce qui manque aussi, c'est l'exercice de cette citoyenneté. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aux organisations, à la vie démocratique des établissements scolaires, avec les élèves qui participent à leurs choix, comme je crois au fait qu'il faut aussi la démocratie dans l'entreprise, qu'il faut inviter des gens à prendre des responsabilités ou un engagement dans les associations, dans la vie municipale. Voilà. Moi, je rêverais d'un monde où, par exemple, d'une société où, par exemple, les individus puissent le plus possible dans leur vie participer à la fabrique de la décision. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas encore tous les éléments, que c'est certainement vers ça qu'il faudra aller. À un moment donné, quand le discrédit est trop fort, il va bien falloir trouver d'autres modes d'organisation qui réembarquent la société pour qu'elle se sente mieux représentée, en tout cas que ça soit plus fluide entre les citoyens et leurs représentants. J'avais une dernière question pour conclure un petit peu cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir comme changement pour faire de la politique un objet de confiance et non plus un objet de défiance? À la fois de confiance et puis d'envie aussi. Moi, je suis souvent triste parce que moi, j'y ai trouvé de tellement belles choses et contrairement à ce qu'on croit, j'ai trouvé des belles personnes, des gens qui... on entend parfois, alors c'est aussi alimenté par des gens qui n'ont pas forcément un beau dessin pour notre pays, mais j'ai trouvé surtout des gens désintéressés, engagés, qui ont vraiment envie de faire bouger des choses, après avec des convictions qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas, mais ce n'est pas mon propos là. Je trouve que c'est un acte noble de s'engager au service de l'intérêt général. Dans les perspectives, moi je crois qu'il faut vraiment aller vers... vous avez raison, mieux faire comprendre comment les décisions se prennent et puis aussi mieux associer les gens à ces prises de décision. Après, on peut l'appeler je ne sais pas quoi, mais là on est arrivé à un moment donné de rupture, on le voit bien, donc il va falloir trouver des modes d'organisation qui permettent aux citoyens de se sentir plus participants, mais peut-être plus entendus.
Bon, voilà. Et tous ceux qui vendent des solutions faciles et il n'y a qu'à faire aussi bien, il n'y a qu'à renvoyer des étrangers ou faire payer les riches, tout cela, c'est une petite phrase comme ça marche très bien sur les réseaux sociaux. C'est juste absolument, outre le fait que c'est choquant du point de vue des valeurs, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus complexe que ça, une société. Voilà. Donc moi je pense effectivement qu'il faut confronter depuis le plus jeune âge les jeunes à... C'est pas facile de prendre une décision, mais vous avez qu'à voir dans une famille, quand il faut décider tous ensemble de, je sais pas moi, de où on va en vacances et quel budget on va y consacrer, et que si on va en vacances, peut-être que dans l'année, on pourra pas aller au cinéma 10 fois. Enfin bref, des choix comme ça, c'est déjà pas facile. Eh bien, en fait, faire de la politique, c'est ça, puissance 100 000 et sur tous les sujets. Donc voilà, plus on saura, on montrera aux gens, plus ils comprendront aussi ce que c'est. Anne, merci beaucoup. Je suis C'est très moi qui content vous remercie d'avoir de fait toutes ces cet épisode questions. avec vous. Merci d'avoir échangé sur votre parcours et sur les divers sujets qu'on a pu aborder. Merci à vous de m'avoir reçu. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Plein Phare. D'ici là, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et retrouver la capsule vidéo sur YouTube. À très bientôt et merci beaucoup.